Angela Merkel ne souhaite pas que l'Allemagne soit la première à livrer des chars ultramodernes, car l'Allemagne est toujours un moyen avec lequel on peut bien faire réagir en Russie. Angela Merkel ne veut pas donner de léopards, dit-elle, parce qu'elle craint que les Russes utilisent ça dans la propagande notamment. Ça paraît étonnant, en 2022, on pense encore à la réaction aussi. Après Boutcha, après Mariupol, qu'on se dise qu'est-ce que les Russes vont penser? Alors, ce qu'il y a derrière ça, et Angela Merkel, sans être goujat, à son âge, entre guillemets. À son âge de pouvoir, vous voulez dire, avec l'expérience? Non, c'est ce qui a l'expérience. C'est la clé de ce qu'elle dit là. Cette clé, c'est 21 juin 1941. Vous avez des divisions de Panzer qui ont fondu sur l'Union soviétique. Alors, la situation n'a rien à voir, mais les Allemands sont bloqués, enfin, ils se sont considérablement débloqués. Il faut dire que les Allemands ont fourni notamment des pièces d'artillerie tout à fait modernes, etc. Mais ils ont un blocage, et en quelque sorte, ils disent, bon, les gars, si vous voulez y aller, ben, allez-y avant nous, et nous, on s'inscrira derrière. Mais il y a cette peur de l'histoire, en quelque sorte, de dire, voilà, on ne veut pas être les premiers à fournir ce qui a défoncé l'armée soviétique. Est-ce que c'est un complexe de culpabilité ou un complexe d'intérêt en même temps? Parce qu'on a vu... Non, mais c'est les deux. Les deux. Alors, Cyril. Non, mais c'est les deux. Enfin, Madame Merkel a quand même été très sympathique avec la Russie. Sur la question de Nord Stream 2, par exemple, c'était quand même, ça a été fait pendant ses mandats. Donc, elle a toujours eu une position qui était ambiguë par rapport à la Russie, ou pas forcément de complaisance, mais vraiment d'une certaine neutralité. Voilà, il ne faut pas exciter la Russie, il ne faut pas trop énerver la Russie. Et là, on revient justement dans le même registre. Avant, les arguments, c'était oui, mais de toute façon, pour pouvoir entraîner des militaires à utiliser des tanks comme les Leclerc, c'est plusieurs mois, c'est plus de 6 mois, il me semble. Et sous-entendu, ça pourrait être pire. Mais pire quoi? Il y a eu Mariupol, il y a eu Boutcha. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire? Surtout se dire que ça va être utilisé par la propagande russe. Mais moi, je me pose la question, mais qui en a quelque chose à faire? Mais sincèrement, les Russes, ils n'ont pas arrêté de mentir surtout. Ils ont utilisé tous les termes différents pour pouvoir qualifier l'Europe et pour pouvoir qualifier justement les Européens et en particulier les Ukrainiens, que ce soit par exemple des termes comme fasciste, comme sataniste, en appelant directement au meurtre de la population ukrainienne, en montrant des images de ce à quoi ressembleraient des villes européennes si l'arme nucléaire aurait été utilisée. Enfin, à un moment, il faut arrêter de se poser la question de la réaction russe par rapport à une propagande. Déjà, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, ce ne sont pas des chars qui vont pousser la Russie à utiliser l'arme nucléaire tactique ou quoi que ce soit. C'est absolument Guillaume pas vrai. Roquette, Madame Merkel n'a plus le pouvoir, mais est-ce que ce qu'elle dit là, cette espèce de prévention, de prudence, c'est pas révélateur d'un état profond qui existe? On utilise souvent le terme en France, mais aussi en Allemagne, dans d'autres pays où on se dit il faudra ménager un peu la Russie, il faut retenir un petit peu les coups. Oui, sans doute, parce que les Allemands, pardon de cette banalité, sont plus à l'Est que nous. Ouais. Et donc, le problème, au-delà de la guerre d'Ukraine, dans la situation dans laquelle il se projette, c'est celui d'une forme de stabilité minimale de cette Europe orientale. Et c'est vrai que, symboliquement, les chars lourds, c'est un élément, s'il y avait des chars Léopard 2 ou des chars Leclerc, d'ailleurs, sur le champ de bataille, les chars lourds, ça concilie la capacité de mouvement et la puissance de feu. Vous avez des canons de 120 mm qui tirent alors c'est 4 km pour les Leclerc, pour les Léopard 2, j'avoue que j'ai pas suffisamment révisé, mais en tout cas, ça vous permet à la fois de pouvoir frapper et d'occuper le terrain. Et donc, les Allemands, sans doute, se disent, mais où les Ukrainiens s'arrêteraient-ils s'ils avaient ce genre de char? Et effectivement, c'est une inquiétude qui rejoint celle des Américains, qui ont en tête que peut-être qu'il faudrait en quelque sorte sanctuariser la Crimée, pour ne pas que les Ukrainiens aillent trop loin, et c'est pour ça que eux aussi refusent de fournir des chars lourds. Laurence. Non, sur l'attitude d'Angela Merkel, il faut prendre en compte aussi l'inquiétude d'une crise migratoire sans précédent. Parce qu'il y a, depuis février, plus d'1 million d'Ukrainiens qui ont franchi la frontière, qui se sont, d'après les chiffres qu'on a, réfugiés en Allemagne. Et donc, il y a une inquiétude, et c'est ça qui est le danger dans cette guerre. Cette guerre peut déborder, et Poutine est en train de le comprendre, des frontières de l'Ukraine, avec à un moment donné une population ukrainienne qui peut partir. Et Cyril, on a entendu vos parents tout à l'heure, ils restent pour le moment, mais est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas partir? Et d'une certaine manière, est-ce que Angela Merkel
en disant cela, ne dit pas attention, il faut calmer le jeu parce que à un moment donné, ce sont aussi en accueillant ces millions d'Ukrainiens qui vont arriver, nos démocraties fragilisées qui sont Mais menacées. le vrai souci avec ce type d'argument qui est, enfin, il s'entend, il semble cohérent, c'est que c'est un argument qu'on entend depuis le début et c'est un problème, l'immigration justement massive d'Ukrainiens de façon conséquente évidemment parce qu'il s'agit de millions de personnes et ça se fait sur un temps réduit, donc évidemment c'est compliqué pour les États européens à gérer. Le souci c'est que la logique, la question, elle devrait pas se poser ainsi. Si aujourd'hui les Ukrainiens ils demandent des chars et pas seulement des chars, nous avons entendu parler évidemment plusieurs fois des ATACMS qui sont les missiles qui vont jusqu'à 300 km. Les HIMARS avec la longue distance. Voilà, c'est un type de missile pour les HIMARS. C'est pas un HIMARS spécifique, c'est des missiles vraiment spécifiques pour les HIMARS et pour les M777 si je me trompe pas. Et le message en fait, c'est de dire au lieu à chaque fois de se poser la question des conséquences possibles pour l'Europe ou des conséquences sur le long terme, pourquoi ne pas essayer de régler cette question plus rapidement en donnant tous les équipements justement nécessaires pour l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre et remporter cette guerre rapidement. C'est ce que Mais les est-ce que ça ne Ukrainiens montre pas, pardon, l'espèce de double discours qui continue en Europe de l'Ouest? On a le Parlement européen qui dit la Russie est État promoteur du terrorisme, mais parfois les mêmes responsables, notamment allemands, qui ont voté ça, quand on leur dit envoyer des léopards pour lutter contre cet État promoteur du terrorisme, C'est ils disent tout le souci. ah, c'est beaucoup plus C'est tout le souci. compliqué, Et se attention, poser la question faisons de attention. l'immigration. Attention à quoi? Bien sûr, non mais c'est ça le souci, c'est attention à quoi? Ça fait 9 mois que cette invasion elle dure, que l'Ukraine est dans des conditions extrêmement difficiles, mais le peuple tient, les gens combattent. On a reçu, quand je dis on, les Ukrainiens ont reçu des armements à partir de quelques mois. C'était pas dès le début que les Ukrainiens ont reçu, par exemple, les HIMARS ou bien d'autres équipements militaires. Oui, c'est vrai, ils ont reçu des Stinger, ils ont reçu des Javelins et ça a été extrêmement important pour pouvoir libérer la région de Kiev et la région de Soum et surtout pour pouvoir protéger la capitale. Mais ça reste toujours pas assez. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens ne sont pas reconnaissants. Les Ukrainiens sont reconnaissants, mais ils disent, et ils le disent, je termine vraiment là-dessus, par rapport justement aux missiles anti-aériens. Pourquoi est-ce qu'ils ont été donnés aussi tard? Tellement de personnes auraient probablement pu être en vie aujourd'hui si l'Ukraine aurait obtenu ces armements plus tôt. Et là, c'est la même chose avec les Leclerc, c'est la même chose avec les Léopards. Arrêtons de perdre du temps en disant à chaque fois il faut beaucoup de temps pour préparer les soldats. Donnons ces équipements le plus rapidement possible. Regardez la une du The Economist avec l'économiste qui montre l'Europe gelée. Évidemment, ceux qui craignent que les opinions publiques à l'Ouest aient peur d'envoyer des léopards et peur de on ne sait pas très bien quoi, ça va leur donner argument. Oui, c'est vrai. Il y a des inquiétudes successives dans les opinions publiques européennes. Il y a d'abord eu l'inquiétude d'une escalade nucléaire. Ça, c'était les premières semaines du conflit. Et puis, avec une sorte de renaissance de cette peur autour de Zaporizhzhia et des combats qui ont eu lieu. Il y a aujourd'hui cette inquiétude, effectivement, d'un hiver difficile, même en France, où on a des messages qui arrivent en disant il pourrait y avoir des coupures ciblées. Il y a un certain nombre de secteurs économiques, stratégiques, à qui l'État a demandé êtes-vous bien prêt, par exemple dans les transports, pour que tout puisse se passer correctement. Et puis il y a cette troisième inquiétude, qui est une inquiétude géopolitique, parce que la Russie, elle restera à la porte de l'Europe. Et bien sûr, tout le monde souhaite la fin de cette guerre, la victoire de l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'elle entraînerait? Il pourrait y avoir un Poutine renversé par des gens encore plus nationalistes que lui. On les voit, on les entend à la télévision. Et cette inquiétude-là, et donc la volonté de ne pas bouleverser complètement cette région, bien sûr, c'est difficile à entendre pour les Ukrainiens qui souffrent, on l'a vu, et qui disent, mais avant tout, il faut terminer cette guerre. Mais malheureusement, la mission des chancelleries européennes, c'est aussi de se dire, et qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on n'a pas quand même là l'exemple du discours réel politicien quand même? Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, c'est la réelle politique, vous avez raison. C'est une analyse. Moi, une fois de plus, le souci, c'est qu'avec ce type d'analyse, dans ce cas-là, tant qu'à faire, ne soutenons pas l'Ukraine du tout, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est parce qu'on le fait, vous le savez bien. Mais non, mais je sais. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans ce cas-là, si on se pose la question de ce qui peut se passer en Russie, qui peut remplacer Poutine, etc., dans ce cas-là, ça sert à rien de soutenir l'Ukraine. Ben voilà, c'est ça. Prenons cette logique alors dans ce cas-là et laissons un peuple se faire massacrer, laissons un pays se faire voler ses territoires, se faire annexer ses territoires. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord avec cette logique. Si on a décidé de soutenir l'Ukraine, ce qui est tout à fait
Non, mais elle est légitime parce que c'est pas seulement une question de massacre des Ukrainiens, c'est aussi une question de sécurité collective. Alors il faut le faire jusqu'au bout et il faut le faire justement pour qu'on puisse stabiliser la situation en Europe le plus rapidement possible. Cyril Amonski, dans cette guerre des opinions, évidemment, chaque État, chaque puissance joue de tous ses moyens. Les Américains lancent un appel à adhérer à la CIA. Et cette fois, c'est assez extraordinaire de le voir dire comme ça, face caméra. C'est David Marlov, le chef des opérations de la CIA, qui dit « Venez à nous ». Nous cherchons dans le monde entier des Russes qui sont aussi dégoûtés que nous. Nous sommes parfaitement ouverts à toute proposition. Alors, ça, c'est l'appel d'offres, c'est les relations, comment on appelle ça, les ressources humaines de la CIA qui disent « Engagez-vous ». Oui, le message, si je l'ai bien compris, il est envoyé aux Russes écœurés. Voilà, donc c'est assez habile de sa part, parce qu'en plus, comment dirais-je, ça peut non pas faire planer une crainte sur le Kremlin, mais le fait de lancer ce type d'appel, voilà, c'est pas agréable parce que ça s'appuie sur une analyse que les Américains font et qui est fondée sur le fait qu'il y a eu un grand nombre de Russes qui sont partis. Et précisément, on les voit là. Est-ce que ce sont ceux-là, entre autres, qu'ils visent? Ceux qui partent, c'est beaucoup d'habitants, beaucoup de gens éduqués, beaucoup de gens qui ont des diplômes, notamment en informatique, etc. Oui. Est-ce que c'est cette population, il n'y a pas que, mais cette population qu'ils visent? On est en plein dans une modernisation de la CIA sous l'égide d'un homme qui s'appelle William Burns, qui est maintenant surnommé l'arme diplomatique secrète de l'administration Biden. Et en fait, ils veulent complètement rajeunir la CIA. Ils veulent plus de James Bond, mais ils veulent des jeunes. Alors, ce qui est pas nouveau, c'est qu'ils vont sur des campus pour essayer de recruter de plus en plus de jeunes. D'ailleurs, Cyril, vous correspondez tout à fait Cyril est déjà au SBU, mais on peut cumuler. Non, mais voilà. Donc, il faut que vous soyez prête à déménager à Washington. Hein, c'est une règle qu'ils disent. Il faut avoir au moins 18 ans. Des très beaux postes à la DGSE. Il faut se soumettre à un examen médical, à un examen polygraphe. Et ce qui est très intéressant, c'est que David Marlov, qui est le directeur des opérations, qui fait très peu d'interviews, il a parlé sur un campus universitaire pour dire qu'effectivement, comme Pierre le soulignait, ils ont besoin de Russes parce qu'ils pensent que le conflit va durer et donc ils ont besoin de gens qui parlent russe, de gens qui veulent se sentir aussi américains pour aider les Américains à faire des choses, mais en même temps, ils recherchent plein de monde. Moi, je suis allée sur le site de la CIA parce qu'il y a un site public et vous voyez il y a plus de 100 jobs qui sont offerts et alors je peux vous dire que par exemple ils recherchent en ce moment un réparateur de voitures avec c'est payé $35,54 de l'heure. Ils recherchent des psychologues qui sont payés de 116 à 138 000 $ par an. Ils recherchent des avocats. Ils veulent moderniser la CIA et faire en sorte qu'elle puisse soutenir des sociétés civiles en difficulté. Guillaume Roquette, on disait longtemps que dans l'immeuble du Figaro, il y avait l'agence de la CIA dans l'immeuble, c'est vrai? Alors non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que il y a des services de l'ambassade des États-Unis qui occupent un Ils sont tout à étage fait indépendants de l'immeuble du Figaro, mais il n'y a pas de contact entre les différents étages. La preuve, c'est que notre ascenseur ne peut pas s'arrêter à cet étage-là. Il faut une carte spéciale. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le contraste entre d'un côté la CIA qui dit j'embauche et de l'autre côté le chef d'état-major des armées américaines qui lui est plutôt appuyé sur le frein et qui dit je ne vois pas. Il y a eu des déclarations répétées, hein, donc c'est pas des mauvaises traductions ou un moment d'égarement de celui qui est aussi le principal conseiller militaire du président des États-Unis et qui dit je ne vois pas qui pourrait gagner cette guerre, je ne vois pas comment les Russes pourraient évacuer complètement l'Ukraine. Je pense qu'à un moment il va falloir négocier et c'est là qu'on voit que même si les Américains soutiennent massivement les Ukrainiens, ben ils sont plus à l'aise entre guillemets dans une guerre d'influence telle que celle que mène la CIA que dans cet affrontement où, encore une fois, il n'y a pas que moi qui fais de la réelle politique, et c'est bien plus important que les Américains soient dans cet état d'esprit et se disent mais qu'est-ce qui va se passer après? La renaissance de la CIA, il faut se rappeler, il y a quelques mois, quelques années, c'était les écoutes massives. On lui reprochait ses coups tordus. Il y avait une sorte de passif, il y a toujours eu passif et actif, mais un très grand passif de la CIA. Or, depuis quelques mois, cette guerre, évidemment, la remet en valeur. Bah oui, bien sûr, puisqu'en fait, ce sont les services secrets américains qui ont été les premiers à construire quelque chose d'assez nouveau dans le fonctionnement des services secrets. Donc, s'ils s'appellent secrets, c'est pas pour rien. Et qui les services secrets donc ont déclassifié assez massivement des documents qui sont normalement réservés à ceux qui sont habilités pour annoncer et démonter
la fausse scénographie russe qui faisait croire qu'il y avait des négociations diplomatiques sur la table. Et je peux vous dire que ça donne à réfléchir à pas mal de monde. Alors les Britanniques, ce sont donc évidemment pas seulement la CIA, il y a 17 agences de renseignement, Laurence, 17. Mais les Britanniques ont un peu embrayé. Mais alors, je trouve qu'eux, ils font beaucoup de com. Mais quelle Ils font puissance, beaucoup de com. pardon. Et la DGSE réfléchit, voilà, fait un certain nombre de choses de façon très pertinente à la française, avec la culture française, etc. Mais voilà. Mais en tout cas, l'exemple américain de la fin de l'année dernière, début de l'année, est quelque chose qui révolutionne l'art du service de renseignement en matière de communication et d'influence. Est-ce que c'est révélateur de ce face-à-face où l'Union européenne, elle n'a pas de service de renseignement, ou tout petit service de renseignement? On a d'un côté les Russes qui ont tellement parié sur l'intelligence, et les Américains aussi. Combien est-ce qu'il y a d'agents en cumulant la NSA, la CIA, c'est 17 services. 17 agences. Oui, 17 agences, c'est quoi? Oui, 1 million de personnes? Plus que ça? J'ai pas le chiffre, donc je me permettrai pas de vous le dire, mais je pense qu'il y a des passerelles, et c'est un métier. Quand vous pénétrez à la CIA, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous allez rester ou vous allez partir, mais que vous allez être récupéré par une administration, que quand vous êtes au NSA, vous pouvez passer au NSC, que vous pouvez passer dans différents départements. Pour enchérir un petit peu sur ce que Pierre disait, je voudrais quand même rappeler que c'est William Burns, en octobre dernier, qui va voir dans le bureau ovale le président Biden pour lui dire « Attention, d'après les informations qu'on a, les Russes, un jour, vont envahir l'Ukraine. » Et je dis qu'en ce moment, l'homme le plus important à surveiller aux États-Unis, c'est le directeur de la CIA. Et pour renchérir sur ce que Guillaume disait, qui me paraît très intéressant, c'est vrai qu'il y a une dissension en ce moment, mais ça s'est toujours passé entre le département d'État et le Pentagone. Ils n'ont pas, depuis quelques semaines, la même vision sur comment l'Ukraine doit se faire. Je vous rappelle qu'à un moment donné aussi, au moment de la guerre d'Irak, il y avait une grosse dissension entre diplomates et militaires. Juste un mot, est-ce que vous me permettez, Darius? Est-ce que la patronne des 17 services de renseignement est real? April Haines. Et voilà, April. Voilà, Très joli prénom. Voilà, oui, April, dire, j'étais sur le prénom uniquement. Oui. Est-ce que c'est pas une personne aussi tout à fait remarquable? Absolument, c'est une femme remarquable. Alors évidemment, je n'ai pas en souvenir ce qu'elle a fait, mais c'est une démocrate convaincue. Elle a un parcours atypique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'administration Biden et aussi l'administration Obama, et n'oublions pas que ceux qui étaient dans l'administration Obama numéro 2 sont maintenant les numéro 1 de l'administration Biden, ils essayent d'utiliser au maximum des civils et ils veulent des parcours un peu atypiques pour mettre à des postes de renseignement. Et en plus, ils ont une revanche à prendre sur la Russie parce que les démocrates qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été les principales victimes des ingérences russes dans les élections présidentielles successives américaines où les Russes ont soutenu les